cède la maison d'une valeur d'1,2 million de dollars à ton frère ce soir, ou nous te jetterons à la rue. » Les mots résonnaient dans l'air chaud du soir, épais et suffocant, une fraction de seconde avant que le craquement sec et violent de sa lourde main sur mon visage ne retentisse dans le salon. Le son était assourdissant. Il a traversé le jazz doux qui jouait sur les enceintes intelligentes au plafond et a instantanément éteint le joyeux murmure des conversations de fête. Pendant un long et agonisant moment, le monde a simplement cessé de tourner. La pièce entière est devenue silencieuse. 30 personnes, mes amis les plus proches, mes voisins loyaux et mes plus grands clients commerciaux, se sont tous figés exactement là où ils se tenaient. Je pouvais voir le choc absolu se répandre sur leurs visages, transformant leur sourire détendu en masque de pure incrédulité. J'entendais mon père, Gannon, respirer lourdement par le nez. Sa poitrine massive se soulevait sous sa chemise froissée, ses grosses jointures devenant d'un blanc éclatant à cause de la tension intense dans ses mains. Je pouvais sentir la chaleur brûlante se répandre soudainement sur le côté gauche de mon visage, rayonnant férocement jusqu'à ma tempe et ma mâchoire. Ma peau me piquait comme si un essaim de guêpes venait de se poser sur ma joue. Mais je n'ai pas levé la main pour toucher la blessure. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas reculé d'un seul pas. Je suis resté là, enraciné comme un vieux chêne, regardant droit dans ses yeux larges et furieux. J'ai calmement levé ma main droite, porté la bouteille de bière en verre froid à mes lèvres, et j'ai pris une gorgée lente et délibérée. Du coin de l'œil, j'ai vu Madame Higgins, la gentille dame de 70 ans d'en face, qui m'avait apporté une tarte aux cerises, couvrir sa bouche d'une main violemment tremblante. Au loin, perçant les murs fortement isolés de ma maison parfaite, j'ai entendu le faible et lointain hurlement des sirènes de police. Elles traversaient l'air frais de la nuit, devenant de plus en plus fortes et urgentes à chaque seconde qui passait. Je n'ai pas riposté, non pas parce que j'avais peur de l'homme au visage rouge qui se tenait devant moi. J'ai 34 ans. Je travaille comme maître électricien depuis plus d'une décennie. Mes mains sont rugueuses à force de dénuder de lourds fils de cuivre, et mes épaules sont larges à force de transporter de massifs générateurs industriels dans les escaliers. J'aurais pu facilement l'attraper par le col de cette chemise bon marché et le jeter sur la pelouse sans transpirer, mais je ne l'ai pas fait. Parce que cette gifle humiliante n'était pas une victoire pour lui. C'était le coup fatal, l'ultime estocade, sur l'arrêt de mort que je leur avais soigneusement et silencieusement préparé, au cours des 2 derniers mois. J'ai regardé l'homme qui était censé me protéger, j'ai laissé un sourire froid et calculé se répandre sur mon visage et je lui ai dit la vérité. Tu viens de creuser ta propre tombe. Ma mère, Rowena, qui se tenait juste un pas derrière lui, a laissé échapper un petit soupir pathétique. Elle serrait fermement son coûteux sac à main de créateur contre sa poitrine, ses yeux parcourant nerveusement la pièce spacieuse. Elle réalisait enfin que 30 témoins très respectables la fixaient, la jugeaient, mémorisaient son visage. La panique envahissait lentement son expression. Mais pour comprendre pourquoi un père entrerait avec confiance dans une maison pour laquelle il n'avait pas payé un seul centime, uniquement pour gifler violemment son propre fils adulte, à cause d'un document légal, il faut regarder le musée sombre et tordu du mépris dans lequel j'ai grandi. Il faut comprendre exactement comment l'enfant doré de la famille est tombé en disgrâce de manière spectaculaire, et comment le bouc émissaire invisible a finalement cessé de porter le blâme pour les échecs de tout le monde. J'étais toujours le fantôme dans le couloir. J'étais l'enfant dont les bulletins scolaires restaient sur le comptoir de la cuisine, non lus, enfouis sous le courrier, tandis que les trophées de participation insignifiants de mon frère aîné étaient méticuleusement polis et exposés sur la cheminée du salon. Pour que chaque invité puisse les admirer. Gannon était un inspecteur des constructions municipales. Il avait un peu de pouvoir bureaucratique, un presse-papier, et un ego massif et fragile. Il portait une cravate bon marché au travail, et croyait fermement que tout homme qui se salissait les mains pour gagner sa vie était intrinsèquement inférieur, stupide et sans valeur. Pour lui, mon existence entière en tant qu'ouvrier était une tâche sur le nom de la famille. Alors, quand il s'est tenu dans mon magnifique salon et m'a frappé, il n'a pas vu un propriétaire à succès. Il n'a pas vu un homme d'affaires prospère. Il a juste vu le même souffre-douleur silencieux et obéissant qu'il maltraitait depuis 3 décennies. Il pensait honnêtement que je baisserais la tête, m'excuserais abondamment de l'avoir mis en colère, et lui céderais ma vie, juste pour faire cesser les cris. Il s'était lourdement trompé. Les sirènes devenaient incroyablement fortes maintenant, tournant brusquement dans ma rue tranquille. Les lumières rouges et bleues clignotantes ont commencé à danser agressivement sur les grandes baies vitrées de la maison qu'il voulait si désespérément voler. Comment en sommes-nous arrivés à ce point explosif?
Et quel genre de folie absolue pousse une famille à franchir la ligne entre le favoritisme toxique et le vol criminel pur et simple? Deuxième partie, le musée de la douleur et le contraste. 910 mots. Si vous voulez vraiment savoir à quel point la pourriture toxique est profonde dans ma famille, vous devez remonter à l'été caniculaire de mes 22 ans. Ce fut l'année où mon frère aîné, Tig, a obtenu son diplôme d'une université d'État de second rang avec un diplôme générique en commerce. Il s'était spécialisé dans quelque chose d'incroyablement vague. Gestion des risques, je crois qu'ils appelaient ça. Le jour où il a traversé cette scène, mes parents ont organisé un immense barbecue traiteur dans le jardin qui a dû leur coûter une petite fortune. Ganon s'est levé devant 50 membres de la famille, a tapoté son verre avec une fourchette, a levé sa coupe de champagne et a remis à Tig les clés rutilantes d'une toute nouvelle berline de luxe. Payé en intégralité, Ganon a parlé pendant 20 minutes ininterrompues de la façon dont Tig était destiné à une grandeur absolue, comment il allait conquérir le monde de l'entreprise, et comment il était la fierté incontestée de la famille. Rowana a versé des larmes de joie dramatique, s'essuyant les yeux avec une serviette et l'a serré dans ses bras comme s'il venait de guérir à lui seul une maladie mondiale majeure. Exactement 2 semaines plus tard, j'ai reçu ma certification officielle de maître électricien par la poste. J'avais passé 4 années épuisantes à travailler comme apprenti, me levant à 4 heures du matin quand le ciel était encore d'un noir d'encre. Je passais les hivers à ramper sous des maisons froides et humides, et les étés à cuire dans des greniers à 100 degrés. Je suivais des cours du soir avancés, mes mains encore couvertes de graisse industrielle et de poussière de plâtre, m'endormant à mon petit bureau. J'ai payé chaque cours, chaque manuel lourd et chaque outil spécialisé avec mon propre argent durement gagné. Je ne devais pas un seul sou à qui que ce soit. Quand j'ai fièrement ramené la certification encadrée à la maison et l'ai posée sur l'îlot de la cuisine, Ganon a à peine levé les yeux de son journal du matin. Il a pris une gorgée de son café noir, a reniflé bruyamment, et a dit que c'était un joli petit morceau de papier pour un travail ingrat et sombre, destiné aux gens sans véritable cervelle. Rowana n'a même pas regardé le cadre. Elle s'est juste plainte amèrement que mes lourdes bottes de travail laissaient des traces de saleté invisibles sur son propre linoléum propre. C'était la dynamique établie. C'était la dure réalité que je traversais chaque jour de ma vie. Tig était le soleil brillant et éclatant, et j'étais la saleté sale qu'ils essuyaient de leurs chaussures. Au fil des longues années, le contraste entre nous ne fit que s'accentuer, presque comique dans ses différences extrêmes. Tig portait des costumes italiens sur mesure, assistait à des dîners de réseautage huppés, et lançait avec assurance des mots à la mode comme la macroéconomie et la synergie d'entreprise, à la table du dîner de Thanksgiving. Il a épousé une femme qui se souciait clairement bien plus des adhésions coûteuses à des clubs de golf et des sacs à main de créateurs, que de lui. Ensemble, ils ont acheté une immense maison moderne, qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, juste pour impressionner agressivement des gens qu'ils méprisaient secrètement. Mes parents adoraient absolument l'endroit où ils marchaient. Ils se vantaient bruyamment de son prétendu salaire à 6 chiffres à quiconque voulait les écouter, du caissier de banque au commis d'épicerie. Moi, à l'exact opposé, je portais des pantalons de travail épais en toile tachée de mastic. Je conduisais une bruyante fourgonnette blanche avec le logo de mon entreprise électrique audacieusement peint sur le côté. Je rentrais chez moi tous les soirs en sentant fortement l'ozone, la poussière de cuivre et la sueur honnête. Mes mains étaient lourdement calleuses, rugueuses comme du papier de verre, et j'avais des cicatrices blanches permanentes sur les jointures, dues à des clés lourdes qui avaient glissé et à des bords métalliques tranchants. Mais voici le grand secret qu'ils ignoraient. Pendant que Tig s'enfonçait silencieusement dans d'énormes dettes de cartes de crédit, contractant constamment des prêts personnels prédateurs pour maintenir désespérément sa fragile illusion de richesse extrême, je construisais un empire silencieux dans l'ombre. J'avais fait équipe avec mon meilleur ami, Kellen. Nous avons créé notre propre entreprise d'électricité commerciale à partir de zéro. Nous avons pris les emplois misérables et difficiles que personne d'autre en ville ne voulait. Nous travaillons 14 heures par jour, 7 jours par semaine, sans nous plaindre. Nous avons rapidement bâti une réputation en béton d'être impeccable, fiable et entièrement honnête. Nous avons commencé à décrocher d'énormes contrats commerciaux pour de nouveaux centres commerciaux et immeubles de bureaux. Au moment où j'ai eu 30 ans, j'avais plus d'argent liquide en sécurité sur mon compte courant professionnel que mon père n'en avait jamais vu de toute sa vie active. Mais je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais une seule fois corrigé mes parents quand ils supposaient avec arrogance que j'avais du mal à payer mon loyer. J'ai juste gardé la tête basse, économisé mon argent agressivement, et attendu patiemment la bonne occasion, pour construire ma propre vie. Je savais, dès mon plus jeune âge,
que chercher une quelconque forme de validation auprès de personnes absolument déterminées à me mal comprendre, était un jeu perdu d'avance. J'ai fait la paix avec le fait douloureux que mes succès légitimes seraient toujours ignorés, et que mes échecs mineurs seraient fortement amplifiés et publiquement ridiculisés. J'ai appris à tirer ma force inébranlable de ma propre farouche indépendance. Je n'avais tout simplement pas besoin d'eux. Je n'avais pas besoin de leur fausse approbation, de leur argent conditionnel ou de leur amour toxique. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de mes deux mains et d'un endroit calme et paisible pour appeler ma maison. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, garder mon énorme succès financier secret était la plus grande erreur tactique que j'aurais pu faire. Parce que lorsque vous cachez votre lumière éclatante, les rats se sentent extrêmement à l'aise de sortir de l'ombre pour prendre ce qui est à vous. Que se passe-t-il exactement lorsque les gens qui vous méprisent toujours réalisent soudain que vous détenez les clés du château? Il y a 3 ans, j'ai finalement trouvé le château. Il n'y ressemblait certainement pas, cependant. C'était une immense maison de style victorien de 2 étages, en décomposition, située au bout d'une impasse très recherchée, calme et bordée d'arbres. Le toit s'affaissait visiblement au milieu. Le porche en bois enveloppant pourrissait en éclats, et l'intérieur ressemblait exactement à un décor de film d'horreur terrifiant. Mais les fondations structurelles étaient incroyablement bonnes. La fondation en pierre était solide comme un roc, et la taille du terrain était absolument incroyable pour le quartier. C'était une saisie bancaire, cotée pour la somme étonnamment basse de 350 000 $. La principale raison pour laquelle son prix était si incroyablement bas était son système électrique terrifiant. Toute l'immense maison était câblée avec un câblage à boutons et tubes très dangereux et obsolète, datant d'un siècle. Et il y avait eu un petit incendie électrique contenu, à l'intérieur des murs de la cuisine, il y a une décennie, ce qui avait complètement effrayé chaque acheteur traditionnel potentiel. Pour quiconque, c'était un gouffre financier massif et terrifiant. Pour un maître électricien agréé, c'était une belle toile vierge attendant d'être peinte. Je l'ai achetée en espèces. Pas d'hypothèque compliquée, pas de prêt bancaire stressant, pas de paiements mensuels écrasantes à craindre. Le jour même où j'ai eu les lourdes clés en laiton, Kellen a apporté un pack de 6 bières froides, et nous avons marché lentement à travers les pièces vides, poussiéreuses et remplies de toiles d'araignée. Nous avons dénudé cette immense maison jusqu'au montant de bois. Pendant les 2 années éreintantes qui ont suivi, chaque soir après mon travail de jour et chaque week-end, de l'aube au crépuscule, j'ai investi toute mon âme et toute mon énergie dans cette propriété. J'ai complètement redessiné tout le réseau électrique de la maison, de fond en comble. J'ai méticuleusement installé un système domotique de pointe qui contrôlait tout, des lumières à la sécurité. J'ai personnellement fait passer des kilomètres de câblage de cuivre frais, épais et lourd à travers les murs. J'ai installé de magnifiques éclairages encastrés sur mesure, des prises de sol cachées, et un contrôle climatique automatisé très efficace. J'ai sous-traité la plomberie avancée et les travaux de plâtrerie lisse, payant le prix fort pour les meilleurs artisans indépendants de la ville. Mais j'ai fait tout le travail lourd et épuisant moi-même. J'ai économisé au moins 120 000 $ en coûts de main-d'œuvre de contractants, juste en faisant le travail complexe d'électricité et de charpente entièrement de mes propres mains. Ce fut un processus épuisant et brutal. Il y a eu des nuits d'hiver glaciales. J'ai dormi sur un matelas pneumatique en plastique bon marché, au milieu du salon plein de courants d'air, car j'étais simplement trop épuisé physiquement pour retourner à mon appartement bon marché et exigu, de l'autre côté de la ville. Mais lentement, mois après mois, les terrifiants décombres se sont transformés en or étincelant. Le bois extérieur pourri a été remplacé par du chêne riche et traité. La cuisine sombre, terrifiante et exiguë est devenue un immense espace culinaire lumineux et à air ouverte, avec de superbes comptoirs en marbre importé. Et lorsque la poussière sans fin s'est finalement déposée et que le projet a été terminé, la maison était un chef-d'œuvre absolu. J'ai fait venir un évaluateur municipal officiel à des fins d'assurance. Il a parcouru la maison immaculée, vérifiant constamment sa tablette numérique, secouant la tête avec une incrédulité absolue devant la qualité de l'artisanat. Quand il a imprimé et m'a remis le rapport final épais, le chiffre en gras imprimé en bas était exactement d'1,2 million de $. J'avais réussi à bâtir une immense fortune avec rien d'autre que des mains calleuses, une lourde ceinture à outils et une pure volonté tenace. Je n'ai gardé qu'une seule chose de la maison ruinée d'origine. C'était une antique, incroyablement lourde boîte à fusibles vintage en fonte que j'ai trouvée enterrée dans le sous-sol. J'ai passé des jours à enlever la rouille épaisse, à polir le métal sombre jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir, à le monter soigneusement sur un magnifique morceau de bois de cèdre recyclé, et à enfermer le tout dans un verre protecteur épais et lourd.
Je l'ai accroché au centre exact du salon principal, bien en évidence au-dessus de la cheminée en pierre, le traitant exactement comme une œuvre d'art moderne haut de gamme inestimable. C'était mon rappel quotidien, un symbole puissant de l'endroit exact où j'avais commencé, et un bel hommage silencieux au métier manuel et salissant que mon père arrogant avait toujours raillé. Cette boîte à fusibles vintage était le véritable cœur battant de la maison. Elle représentait absolument tout ce que j'étais et tout ce que j'avais accompli. Je pensais honnêtement que lorsque mes parents le verraient enfin, lorsqu'ils verraient l'allée pavée tentaculaire, la pelouse verte parfaitement entretenue, les magnifiques luminaires en laiton, ils devraient enfin ravaler leur fierté et admettre qu'ils s'étaient complètement trompés à mon sujet. Je pensais qu'ils regarderaient la propriété d'1,2 million de dollars que j'avais construite à partir de zéro et diraient enfin « Nous sommes fiers de toi, Méric ». Mais j'étais incroyablement bêtement naïf. J'ai complètement oublié la règle d'or de la survie aux familles toxiques. Ils ne célèbrent jamais votre succès durement gagné. Ils calculent seulement comment ils peuvent l'extraire pour eux-mêmes. Je pensais les inviter fièrement à témoigner de mon grand triomphe. Je ne réalisais pas que je sonnais bruyamment la cloche du dîner pour une meute de loups affamés et avides, car juste au moment où je mettais les dernières touches de peinture à la maison de mes rêves, la vie faussement parfaite de l'enfant doré commençait à se défaire violemment. Quand un parasite désespéré perd complètement son hôte, jusqu'où ira-t-il vraiment pour en trouver un tout nouveau à vider? L'univers a une manière très drôle, presque poétique, d'équilibrer les grandes balances de la justice. Au moment où j'enlevais les dernières miettes de poussière de plâtre de mon nouveau grand foyer, le fragile château de cartes de Tig s'est complètement et spectaculairement effondré. Sa grande entreprise a traversé une phase de restructuration massive et impitoyable, car son travail hautement rémunéré consistait essentiellement à transférer des emails et à planifier des réunions inutiles, qui auraient pu être facilement gérées par un logiciel de base. Son poste prestigieux de gestionnaire principal des risques a été immédiatement éliminé. Tig s'est vu remettre brusquement une boîte en carton bon marché, un plan de départ, et a été escorté hors du bâtiment de verre étincelant qu'il aimait tant par la sécurité. Au lieu de mettre immédiatement son CV à jour et de chercher agressivement un autre emploi, il s'est assis sur son coûteux canapé en cuir, a bu un scotch importé incroyablement cher. Et s'est plaint amèrement à quiconque voulait l'écouter que le marché actuel était tout simplement trop lent et insultant, pour un homme de ses talents supérieurs. En l'espace de 6 petits mois, l'argent caché s'est complètement épuisé. Sa femme Glamour, qui avait clairement épousé un salaire stable et conséquent, et non un partenaire de vie, a rapidement fait ses valises de créateur et a impitoyablement demandé le divorce. Elle a pris la voiture la moins luxueuse, elle a pris tous les meubles modernes coûteux, et elle a immédiatement lancé une bataille de garde brutale, de terre brûlée, pour leurs 2 jeunes filles. Parce que Tig était maintenant officiellement sans emploi et faisait activement face à une expulsion imminente de leur appartement de luxe en hauteur, en raison de mois de loyers impayés. Son avocat coûteux lui a dit sans détour que le juge accorderait absolument la garde complète et exclusive à son ex-femme. La seule façon de l'arrêter était s'il pouvait prouver instantanément qu'il avait une résidence stable, extrêmement sûre et permanente, pour loger les enfants. C'est exactement à ce moment-là que l'appel téléphonique manipulateur a commencé. C'était toujours un calme dimanche soir, à 6 heures précises. Gannon appelait mon téléphone. Il n'a jamais une seule fois demandé comment s'était passée ma journée. Il n'a jamais une seule fois demandé comment allait mon entreprise d'électricité. Il s'est juste lancé directement dans le lourd et suffocant discours culpabilisateur. Ton frère est dans une situation très difficile, Méric. Il a désespérément besoin d'un endroit sûr pour rester, un endroit permanent. Un juge des affaires familiales va examiner attentivement sa situation de vie le mois prochain. Tu as cette immense maison vide maintenant. Tu es juste un homme célibataire. Tu n'as absolument pas besoin de 4 grandes chambres juste pour toi. C'est incroyablement égoïste de garder tout cet espace vide quand tes propres nièces innocentes pourraient perdre leur père à cause du système. Je lui ai dit non fermement et clairement. Je lui ai dit que Tig pouvait trouver un emploi régulier, louer un modeste appartement de 2 chambres, et arranger sa propre vie désordonnée, exactement comme j'y avais été contraint depuis mes 18 ans. La voix de Gannon tombait instantanément dans ce registre grave, rauque et menaçant qu'il utilisait toujours quand il voulait m'intimider physiquement. On ne tourne jamais le dos à la famille. Il n'a absolument rien en ce moment. Tu as juste eu de la chance avec cette grande propriété. Tu lui dois de te montrer à la hauteur et de l'aider à se remettre sur pied. C'est ton frère de sang. Je lui ai raccroché au nez sans un mot de plus, mais le harcèlement n'a pas cessé. Le mercredi suivant, Rowana appelait. Elle utilisait toujours cette voix douce,
pleurante et tremblante. Le ton spécifique, parfaitement conçu pour vous faire sentir comme un monstre absolu pour avoir dit non. Méric, mon chéri, s'il te plaît, écoute-moi. Tig pleure toutes les nuits. Il est brisé. Il a juste besoin d'utiliser ta maison pendant un petit moment, juste pour montrer légalement aux tribunaux qu'il a un endroit approprié pour les filles. Tu pourrais même déménager temporairement dans un petit appartement, pendant quelques mois, pour qu'il puisse avoir toute la maison pour lui et les enfants. Ce serait une bénédiction tellement énorme pour la famille. Je lui ai dit absolument pas. C'était ma maison durement gagnée. Je l'avais construite. J'avais saigné pour elle. Tig n'avait même pas pris la peine de m'envoyer un message pour me féliciter de l'avoir achetée. Et maintenant, il voulait que je leur remette les clés en laiton et que je déménage de ma propre propriété d'1 million de dollars. C'était une folie pure et simple. Je suis resté ferme comme un mur de briques. J'ai bloqué leur numéro de téléphone pendant quelques jours, juste pour avoir un peu de paix et de tranquillité désespérément nécessaire. Je pensais honnêtement que ce serait la fin. Je pensais qu'ils réaliseraient enfin que je n'étais plus un faible, et qu'ils seraient obligés de trouver une autre solution magique, pour le désordre massif de l'enfant doré. Mais un parent vraiment toxique n'entend jamais le mot non. Ils n'entendent qu'un obstacle temporaire, qu'ils doivent agressivement aplanir. Si je ne voulais pas me coucher volontairement par terre et les laisser me marcher dessus, ils étaient tout à fait préparés à me forcer à terre. L'appel téléphonique exigeant du dimanche a soudainement cessé. Les messages vocaux pleurants du mercredi ont complètement pris fin. Pendant 3 semaines entières, il y a eu un silence total et étrange. Je pensais vraiment avoir gagné la guerre. Je pensais avoir enfin établi une limite ferme qu'ils respectaient. J'étais tellement incroyablement stupide. Ils n'avaient pas du tout abandonné. Ils avaient juste cessé de demander et avaient commencé à comploter malicieusement dans l'ombre. Comment pouvez-vous vous préparer à l'instant précis où vous réalisez que 2 personnes qui vous ont donné la vie tentent activement de la détruire? Le silence soudain et prolongé était la sirène d'avertissement assourdissante que j'avais complètement manqué d'entendre. Exactement 2 mois avant ma pendaison de crémaillère prévue, j'étais allongé sur le dos sous un immense évier de cuisine commerciale dans un nouveau restaurant, luttant avec un gros câble électrique, quand mon téléphone a vibré agressivement dans ma poche avant. J'ai essuyé l'épaisse graisse noire de mes mains avec un chiffon et l'ai sorti. C'était un message texte aléatoire de Ganon. J'ai soupiré et l'ai ouvert, m'attendant pleinement à une autre longue et épuisante leçon sur mes prétendus devoirs familiaux. Au lieu de cela, les mots spécifiques lumineux sur l'écran m'ont glacé le sang. Le message disait « Il doit signer ce samedi. Préparez l'avocat pour transférer l'acte lundi matin. » Je me fiche de ce qu'il dit. Je le ferai. La maison est à toi. J'ai fixé l'écran lumineux pendant 1 minute entière, paralysé. Ma respiration s'est littéralement arrêtée dans ma poitrine. Il me l'avait envoyé par complète erreur. Mon nom de contact dans son téléphone était juste en dessous de celui de Tig. Un tout petit glissement d'un pouce maladroit, une erreur technologique mineure, et tout le lourd rideau de velours a été violemment tiré en arrière. Il ne parlait pas à un avocat. Il parlait directement à Tig. Il ne prévoyait pas de me demander gentiment de laisser Tig rester dans la chambre d'amis pendant un moment. Il planifiait activement, malicieusement, de me forcer à transférer l'acte légal de ma propriété d'1,2 million de dollars directement au nom de Tig. J'ai immédiatement pris 3 captures d'écran distinctes du message accablant. Je les ai téléchargées directement sur un serveur cloud sécurisé et protégé par mot de passe, j'ai envoyé les fichiers à mon compte professionnel, puis j'ai immédiatement supprimé le message original de ma conversation textuelle. Afin que mon téléphone ne déclenche pas de reçu de lecture de son côté. Mes mains tremblaient violemment, non pas par peur, mais d'une rage si profonde, primale et intense, qu'elle ressemblait à de l'acide bouillant pompant dans mes veines. J'ai appelé Kellen tout de suite. Je lui ai lu le texte exact mot pour mot. Kellen est un homme imposant, un ancien marine décoré, et férocement, violemment protecteur de notre entreprise et de nos vies personnelles. Il est resté silencieux sur la ligne pendant 10 secondes. Puis sa voix est revenue, froide comme de la glace, et il m'a dit de rester exactement où j'étais. La sœur aînée de Kellen travaillait comme parajuriste principale au tribunal de la famille en centre-ville. 2 jours d'angoisse plus tard, Kellen est entré directement chez moi, le visage sombre et menaçant comme un orage, et m'a tendu une épaisse chemise cartonnée. Il l'a trouvée, a dit Kellen, sa voix grave serrée par une colère à peine contenue.
L'avocat coûteux de Tig a déposé la déclaration officielle de logement pour la garde d'enfants hier après-midi. J'ai ouvert la lourde chemise et lu le document légal surligné. Sous la section spécifique audacieusement intitulée « Résidence principale permanente », Tig avait effrontément énuméré mon adresse exacte. Il avait juré légalement, sous peine de parjure, que ma maison, la maison que j'avais achetée, éventrée et reconstruite avec mon propre sang et mon argent, était sa résidence principale établie. Il avait faussement prétendu avoir un accès exclusif et illimité à toute la propriété, pour élever ses filles. Il n'avait jamais même mis les pieds sur mon allée pavée. Il ne possédait pas de clé de la porte d'entrée. Mais il avait avec assurance et légalement dit à un juge des affaires familiales que la maison était à lui. Ils allaient utiliser le système judiciaire comme une arme. Ils allaient me coincer comme un animal. Ils avaient probablement planifié une embuscade vicieuse, une situation soigneusement orchestrée où Ganon utiliserait sa taille imposante et sa voix forte et agressive, pour me terrifier et me faire signer un acte de renonciation rapide. Ils pensaient vraiment que j'étais toujours ce petit garçon effrayé et pathétique qui tressaillait et se cachait chaque fois qu'il levait sa lourde main. Ils avaient déjà fièrement promis ma maison à un juge en fonction. Ils étaient si incroyablement confiants que je céderais sous la pression. Ils avaient déjà dépensé les jetons qu'ils n'avaient même pas. Je me suis lourdement assis sur mon canapé en cuir et j'ai levé les yeux vers la boîte à fusibles vintage suspendue en toute sécurité au mur. Le verre épais reflétait le soleil éclatant de l'après-midi. J'ai ressenti un vide profond et glaçant se répandre dans ma poitrine. Ce n'était absolument pas un simple malentendu. Ce n'était pas une dispute familiale bruyante typique à propos de plans de vacances. C'était un vol hautement calculé, de sang-froid, prémédité, orchestré sans faille par mon propre père et mon propre frère. Ils ont regardé ma vie tranquille, ma sueur éreintante et mon succès financier massif, et ont simplement décidé que cela leur appartenait de droit. On ne supplie pas les voleurs impitoyables d'arrêter de voler. On n'essaie pas de raisonner des personnes toxiques qui vous considèrent comme rien de plus qu'une propriété utilisable. Vous verrouillez les portes lourdes et vous construisez un piège mortel. Mais je ne connaissais toujours pas l'étendue absolue de leur trahison malsaine. La dernière pièce du puzzle dévastateur se cachait tranquillement dans un endroit où je n'avais pas pris la peine de regarder depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce qu'il m'avait secrètement pris d'autre pendant que je regardais ailleurs? Le message texte envoyé par erreur et les documents judiciaires frauduleux n'étaient que l'épaisse fumée. J'avais un besoin urgent de trouver le véritable feu. J'ai passé les 3 jours épuisants suivants à auditer frénétiquement toute ma vie financière. J'ai bloqué mon crédit personnel, gelé mon numéro de sécurité sociale auprès des 3 bureaux, et vérifié 3 fois les registres de titres officiels du comté pour ma maison, afin de m'assurer qu'aucune garantie frauduleuse ou réclamation étrange n'avait encore été secrètement déposée. Tout sur ce front était complètement propre. Mais ensuite, à exactement 2 heures du matin, un mardi sans sommeil, mon cerveau s'est soudainement souvenu de l'ancien compte d'épargne de la Caisse populaire. Quand j'avais 16 ans, j'ai passé tout mon été brutalement chaud à travailler dans une équipe de toiture épuisante. J'ai gagné quelques milliers de dollars, tout en espèces, en arrachant des bardeaux d'asphalte chaud. Rowena, jouant le rôle convaincant de la mère très responsable et attentionnée, a insisté pour que j'ouvre un compte d'épargne sécurisé. Elle m'a emmené directement à la Caisse populaire du quartier, a joyeusement rempli toute la paperasse fastidieuse, et a mis son propre nom sur le compte en tant que cotitulaire, car j'étais techniquement mineur. J'ai fièrement déposé mon argent durement gagné. Au cours des 10 longues années suivantes, chaque fois que je faisais un travail d'appoint, chaque fois que je vendais un vieux morceau d'équipement remis à neuf, j'y déposais l'argent supplémentaire. C'était mon fonds sacré pour les jours difficiles. J'ai finalement ouvert mes propres comptes d'entreprise massifs et j'ai complètement cessé de l'utiliser, mais je prenais toujours plaisir à savoir qu'il était là. La toute dernière fois que je l'ai vérifié, il y a environ 1 an, le solde était d'un peu plus de 18 000 $. J'ai démarré mon ordinateur portable dans le salon sombre. J'ai demandé une réinitialisation rapide du mot de passe, je me suis connecté en toute sécurité au portail bancaire, et j'ai cliqué nerveusement sur l'onglet du résumé du compte. L'écran blanc s'est chargé instantanément. J'ai fixé les chiffres sans expression. J'ai physiquement frotté mes yeux fatigués et me suis penché plus près de l'écran pour regarder à nouveau. Solde disponible, 42 $. Ma respiration s'est douloureusement coupée dans ma gorge. J'ai cliqué frénétiquement sur l'historique détaillé des transactions. L'écran a été inondé d'une mer massive de signes moins rouges. L'hémorragie a commencé exactement il y a 8 mois.
Un retrait direct en espèces de $2000. Puis un autre de 1500 $ une semaine plus tard. Puis un virement bancaire direct massif de $3000. Sur une période de 8 petits mois, quelqu'un avait systématiquement, méthodiquement, vidé complètement le compte. J'ai cliqué sur les détails du virement bancaire d'une main tremblante. Le compte de destination était un compte d'exploitation d'entreprise pour un cabinet d'avocats familial haut de gamme, incroyablement cher, situé en ville, les avocats de divorce de Tig. J'ai rapidement recherché les lieux spécifiques des retraits en espèces. Ils ont tous été effectués au même guichet automatique avec service à l'auto, situé à seulement 2 pâtés de maison de la maison de mes parents, utilisant la carte de débit se terminant par le nom légal de Rowana. Ma propre mère. La femme qui pleurait constamment au téléphone, me suppliant d'être généreux envers mon pauvre frère. La femme qui me prêchait sans cesse que la famille était la chose la plus importante au monde. Elle était tranquillement, et en toute confiance, entrée dans une banque, avait utilisé son accès légal en tant que cotitulaire de compte, et avait volé $18 000 de mon argent durement gagné en travail de toiture. Pour payer directement les honoraires d'avocat de luxe et le loyer de l'appartement de l'enfant doré. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas tenté d'emprunter. Elle l'a juste pris silencieusement, supposant que j'étais trop stupide pour le remarquer un jour, ou bien trop faible pour y faire quoi que ce soit si je le faisais. C'est à ce moment précis que la toute dernière parcelle d'empathie humaine dans mon cœur s'est complètement fanée et est morte. Elle s'est transformée en cendre grise et froide. Je n'ai pas crié dans la nuit. Je n'ai pas jeté mon ordinateur portable contre le mur. J'ai simplement pris mon téléphone et envoyé un email très détaillé à Sabine. Sabine était une avocate redoutable, brillante, et terrifiante en litige civil, qui nous avait aidés, Kellen et moi, à rédiger notre contrat commercial en béton, des années auparavant. Elle était froide, hyper précise et détestait absolument les brutes. J'ai joint les captures d'écran des messages, les dépôts judiciaires frauduleux et les relevés bancaires accablants. Ma ligne d'objet était simple, je suis prêt à partir en guerre. Le lendemain matin, je me suis rendu directement à mon entrepôt commercial et j'ai pris une lourde boîte de micro-caméras de sécurité haute définition. Je suis un maître électricien. Faire passer des fils invisibles à travers les murs sans laisser la moindre trace, c'est exactement ce que je fais pour vivre. J'ai passé toute la journée suivante à câbler méticuleusement mon salon, ma cuisine immense et mon porche. J'ai expertement caché les minuscules lentilles, au fond des bouches d'aération, derrière la moulure de couronnement en bois, et en toute sécurité à l'intérieur des détecteurs de fumée. Chaque caméra cachée enregistrait un son cristallin et une vidéo 4K, alimentant directement un serveur hautement crypté et protégé par mot de passe, verrouillé dans mon sous-sol. Je me suis absolument assuré que la caméra principale du salon était parfaitement inclinée, pour capturer le vaste espace ouvert juste devant la boîte à fusibles vintage. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai envoyé avec confiance d'élégantes invitations pour une énorme pendaison de crémaillère prévue pour le samedi suivant. J'ai invité absolument toutes les personnes que je connaissais. Je me suis assuré de publier l'invitation à la fête sur mes pages de réseaux sociaux, sachant pertinemment que Rowana surveillait mes pages quotidiennement. Je savais qu'il ne pourrait pas résister. Une fête pleine de gens, un public captif et silencieux, un moment où il croyait fermement que je serais trop embarrassé pour faire une scène. C'était la scène absolument parfaite pour l'embuscade violente que Ganon avait planifiée. Ma mère pensait qu'elle avait réussi à voler mon argent dans l'ombre. Mon père pensait honnêtement pouvoir voler ma belle maison avec un morceau de papier et une voix forte. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de s'avancer avec assurance sur une scène lourdement câblée, directement dans un piège inéluctable à haute tension que j'avais conçu juste pour eux. Si cette histoire vous fait bouillir le sang et que vous voulez voir exactement comment Méric se débarrasse des ordures, pensez à soutenir la chaîne. Laissez un j'aime, cliquez sur le bouton d'abonnement pour, et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez ce soir, ville, état ou pays. Chaque interaction aide à faire connaître ces histoires à plus de gens qui ont besoin de les entendre. Le samedi est enfin arrivé, apportant avec lui une soirée parfaitement claire et fraîche, qui ressemblait à une récompense, après 2 ans de labeur éreintant. J'ai passé toute la matinée à faire un grand nettoyage final de la maison, m'assurant que chaque centimètre carré des planchers de bois franc brillait, et que chaque morceau de marbre importé de la cuisine était absolument impeccable. J'ai ouvert toutes les grandes baies vitrées pour laisser la brise fraîche du soir circuler à travers les immenses pièces. Le système d'éclairage intelligent était programmé pour un éclat ambré chaud et accueillant, projetant une belle lumière douce sur les boiseries de chêne sur mesure.
J'avais engagé une entreprise de traiteur local pour installer un immense buffet de nourriture sur l'îlot de la cuisine, proposant de tout, de la poitrine de bœuf rôtie lentement aux huîtres glacées. La maison sentait absolument incroyable, un mélange parfait de mets riches, de cire à bois coûteuse, et la légère odeur nostalgique des buissons de jasmin en fleurs que j'avais plantés devant. À 6 heures, les premiers invités ont commencé à arriver. Kellen fut le premier à franchir la porte, portant une énorme bouteille de bourbon coûteuse et un sourire qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Il m'a donné une étreinte écrasante, à reculer et à regarder l'espace immaculé avec une fierté sincère dans les yeux. Lentement, la maison a commencé à se remplir de vie. Madame Higgins, d'en face, est entrée, tenant une tarte aux cerises chaudes, s'émerveillant complètement des hauts plafonds et des magnifiques luminaires. Plusieurs de mes plus grands clients commerciaux sont arrivés, vêtus de tenues décontractées de week-end, me serrant la main et complimentant le travail électrique impeccable qu'ils savaient que j'avais fait moi-même. Quelques-uns des gars de mon ancienne journée d'apprentissage sont arrivés, riant bruyamment et échangeant des histoires folles sur les emplois misérables que nous avions l'habitude d'endurer. À 7h30, plus de 30 personnes étaient confortablement réparties dans le salon, la cuisine et l'immense patio arrière. Le doux jazz ambiant jouant à travers les haut-parleurs cachés au plafond offrait le cadre parfait aux murmures de conversations joyeuses et détendues. Partout où je regardais, je voyais des gens qui me respectaient sincèrement. Des gens qui savaient exactement à quel point j'avais travaillé dur pour bâtir cette entreprise et pour restaurer cette immense maison. Debout, au milieu de ma magnifique propriété d'1,2 million de dollars, tenant une bière fraîche et regardant mes amis rire, j'ai ressenti un profond sentiment de paix absolue. La validation que j'avais passée toute ma vie à désespérément chercher auprès de mes parents me submergeait enfin, mais elle venait de la famille que j'avais choisie pour moi-même. Je me suis dirigé vers la cheminée en pierre et j'ai levé les yeux vers l'ancienne et lourde boîte à fusibles vintage en fonte, enfermée dans un verre épais. La lumière ambrée attrapait parfaitement le métal poli. C'était le symbole ultime de mon long et difficile voyage. Cela me rappelait que je n'avais pas besoin d'un diplôme d'entreprise sophistiqué ou d'un costume italien sur mesure, pour construire un empire. J'avais juste besoin de mes 2 mains rugueuses et d'une volonté inébranlable de réussir. J'ai ressenti un profond sentiment de calme et d'enracinement. Je savais exactement ce qui allait arriver. Je savais que le piège était entièrement armé. Les caméras cachées enregistraient silencieusement chaque angle en résolution 4K, et les serveurs cryptés du sous-sol capturaient chaque image. Mais à ce moment précis, entouré de bonnes personnes et d'une belle architecture, je me suis permis de simplement respirer et de savourer l'immense triomphe de ce que j'avais physiquement construit. La fête battait son plein, et l'atmosphère était incroyablement chaleureuse et joyeuse. Les gens mangeaient, buvaient et visitaient les différentes pièces, exprimant constamment leur pur étonnement devant la transformation époustouflante de la propriété. J'étais debout près de l'îlot de la cuisine, profondément engagé dans une conversation avec un promoteur immobilier commercial, à propos d'un grand projet à venir, lorsque la lourde porte d'entrée en chêne s'est soudainement ouverte, sans le moindre coup. La brise chaude du soir est instantanément devenue 10 degrés plus froide. Les rires près de l'entrée se sont éteints maladroitement. J'ai lentement tourné la tête vers le foyer, la bouteille de bière froide devenant soudainement très lourde dans ma main. Gannon est entré en premier dans ma maison. Il portait une chemise boutonnée bon marché et froissée, son visage figé dans une moudure et agressive que j'avais vue 1000 fois auparavant. Il tenait une épaisse chemise cartonnée serrée sous son grand bras comme une arme contondante. Rowana était juste derrière lui, serrant nerveusement sa coûteuse bourse en cuir des 2 mains, ses yeux balayant rapidement la pièce luxueuse avec un mélange d'avidité absolue et de jalousie profonde et amère. Ils n'ont salué aucun invité. Ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Ils n'ont même pas fait de pause pour admirer la beauté de la maison. Ils ont directement fixé leurs yeux sur moi et ont commencé à traverser le salon comme s'ils possédaient l'endroit. La tension lourde et suffocante s'est instantanément propagée dans la pièce comme un virus rapide. Les gens ont naturellement reculé pour leur faire un chemin, sentant l'énergie sombre et agressive qui émanait de mon père. Je me suis poliment excusé auprès du promoteur, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis tourné pour faire face à la tempête qui était sur le point d'éclater violemment à l'intérieur de ma maison parfaite. Les loups étaient enfin arrivés à la porte, s'attendant à un repas facile. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils marchaient droit vers un abattoir. Gannon s'est arrêté à exactement 60 cm devant moi, plantant agressivement ses lourdes bottes sur mon parquet poli. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas offert un seul mot de félicitation pour l'incroyable maison que j'avais construite. Il a juste déchiré l'épaisse chemise cartonnée et a sorti un document légal fraîchement imprimé.
C'était un acte de renonciation standard, entièrement rempli, n'attendant que ma signature et un sceau de notaire. Il a poussé agressivement les papiers vers ma poitrine. Cède la maison d'une valeur d'1,2 million de dollars à ton frère ce soir, ou nous te jetterons à la rue, a hurlé Gannon. Sa voix profonde et retentissante était intentionnellement forte, conçue spécifiquement pour dominer la pièce et me réduire complètement à l'humiliation. Le doux jazz qui jouait en fond semblait s'estomper instantanément. Les 30 invités dans la pièce sont devenus complètement et inconfortablement silencieux. J'entendais les glaçons teinter doucement dans le verre de Kellen de l'autre côté de la pièce. Kellen a immédiatement posé son verre sur une table d'appoint, et a lentement commencé à se diriger vers nous, ses épaules massives se raidissant, prêt à intervenir. Je lui ai fait un minuscule hochement de tête, presque imperceptible. Il fallait que ça se déroule exactement comme je l'avais prévu. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, posée et complètement plate. Je ne signe rien. Sortez de ma maison. Le visage de Gannon a instantanément viré au rouge foncé, de colère. La veine proéminente sur le côté de son cou épais a commencé à pulser visiblement. Il a regardé autour de la pièce complètement silencieuse, réalisant pour la première fois que chaque personne le fixait directement. Mais au lieu de reculer par pure gêne, son ego toxique et fragile a complètement pris le dessus. Il a redoublé d'efforts. Tu n'es qu'un terrassier glorifié, Méric, a hurlé Gannon, de la salive volant de sa bouche. Tig a un vrai diplôme. Tig a de vrais enfants. Tig a un juge qui décidera de tout son avenir le mois prochain. Tu n'es qu'un égoïste célibataire qui a eu une chance incroyable en jouant avec des fils électriques. Tu ne mérites pas cette propriété. Tu dois à ta famille de réparer ça. Signe ce maudit papier. Roona s'est avancé, offrant sa meilleure performance théâtrale. Méric, s'il te plaît, a-t-elle geint bruyamment, s'assurant que tout le monde puisse entendre sa fausse détresse. Ne sois pas si incroyablement cruel envers ta propre chair et ton propre sang. Ton frère souffre. Nous te demandons juste de faire ce qui est juste pour les enfants. Je ne donnerai pas une maison d'1,2 million de dollars à un homme qui refuse de trouver un emploi, ai-je répondu, ma voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Et je ne prendrai pas d'ordre d'un homme qui pense pouvoir me tyranniser chez moi. Je vais te le dire une dernière fois. Prends tes faux papiers et sors de ma maison, tout de suite. Gannon a complètement perdu la tête. Ses yeux sont devenus fous d'une fureur absolue et incontrôlable. Il réalisa que sa voix forte et retentissante ne fonctionnait pas. Il réalisa que le souffre-douleur silencieux et obéissant le défiait publiquement. Il chercha désespérément quelque chose à détruire, quelque chose pour réaffirmer instantanément sa violente domination. Ses yeux fous se sont posés directement sur la magnifique boîte à fusibles vintage suspendue en toute sécurité au-dessus de la cheminée en pierre. « Tu penses que cette poubelle fait de toi un vrai homme ?» a-t-il ricané avec un dégoût absolu. Il me bouscula violemment, leva sa lourde main, et frappa agressivement le lourd boîtier en verre de la boîte à fusibles vintage. Il l'a frappé si fort que le lourd support en bois recyclé s'est violemment arraché des lourdes chevilles de plâtre. Toute la lourde pièce s'est écrasée sur le foyer en pierre avec un fracas écœurant et bruyant. L'épais verre protecteur a explosé en 1000 morceaux tranchants sur le sol. Toute la pièce a violemment halté. Madame Higgins a poussé un cri aigu de peur. J'ai baissé les yeux sur le verre brisé et la lourde boîte à fusibles en fer posée sur la pierre froide. J'ai relevé les yeux vers Gannon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je l'ai juste regardé avec un mépris glacial absolu. Tu es un vieil homme pathétique et faible, ai-je dit doucement, m'assurant que ma voix portait parfaitement jusqu'au microphone caché directement au-dessus de nous. C'était ça, le déclencheur final. Gannon a rugi de rage absolue. Il a reculé son bras droit, déplaçant tout le poids de son corps lourd, et a balancé sa main massive en avant avec toute sa force. Le craquement lourd et violent de sa main contre ma joue gauche a résonné comme un coup de feu. La force physique de la gifle brutale m'a violemment fait basculer la tête sur le côté. J'ai instantanément senti la peau chaude se déchirer à l'intérieur de ma bouche, mes lèvres s'écrasant contre mes dents. Le goût métallique chaud du sang frais a inondé ma bouche. La pièce est devenue silencieuse. La fête était officiellement terminée. J'ai lentement tourné ma tête pour lui faire face. Goûtant le sang, sentant le feu intense brûler sur mon visage. J'ai calmement pris une gorgée de ma bière, j'ai affiché un sourire froid et terrifiant, et j'ai prononcé la phrase qui allait complètement mettre fin à sa vie, « Tu viens de creuser ta propre tombe. »
Ganon est resté là, sa poitrine se soulevant violemment, ses jointures complètement blanches. Il s'attendait à ce que je m'effondre enfin. Il s'attendait à ce que je tombe à genoux, que je m'excuse à travers ma bouche ensanglantée, et que je signe frénétiquement l'acte de renonciation rapide, juste pour apaiser sa violente colère. Quand j'ai souri à la place, un éclair bref et terrifiant de confusion authentique et de profonde panique a finalement traversé son visage arrogant. Kellen n'a pas hésité une seule seconde. Il avait déjà son téléphone fermement pressé contre son oreille, parlant d'une voix basse, très entraînée et autoritaire. « Oui, 911. J'ai besoin d'agents immédiatement à mon emplacement. Le propriétaire vient d'être violemment agressé par un intrus. Le suspect est très agressif et toujours sur les lieux. » Rowana a tourné brusquement la tête vers Kellen, ses fausses larmes théâtrales disparaissant instantanément, remplacées par une terreur brute absolue. « Attends, non, a-t-elle crié, agitant frénétiquement les mains. N'appelle pas la police. C'est juste une affaire de famille privée. C'est son père. Ce n'était plus une affaire de famille, dès l'instant où vous avez décidé de devenir des voleurs, ai-je dit fort, ma voix coupant la lourde tension comme un couteau aiguisé. J'ai fouillé dans ma poche arrière et j'ai sorti mon smartphone. J'ai tapoté l'écran, ouvrant le fichier sécurisé que j'avais préparé, et j'ai monté la luminosité au maximum. Je ne l'ai pas combattu avec mes poings. J'allais les démanteler complètement avec la vérité froide et dure, ici même, devant chaque personne pour qui ils essayaient de jouer la comédie. Il y a 2 mois, ai-je commencé, projetant ma voix pour que chaque invité dans la pièce puisse m'entendre parfaitement, tu m'as accidentellement envoyé un message texte qui était destiné à ton enfant doré, Tig. J'ai levé le téléphone, lisant les mots clairement, il doit signer ce samedi. Préparez l'avocat pour transférer l'acte lundi matin. Je me fiche de ce qu'il dit. Je le ferai. La maison est à toi. Le visage rouge agressif de Ganon s'est instantanément vidé de toute couleur, virant à un gris pâle maladif. Il a fait un petit pas involontaire en arrière, ses bottes craquant bruyamment sur le verre brisé de la boîte à fusibles. J'ai continué, ne lui donnant pas une seule seconde pour récupérer. Et puis la sœur de Kellen au tribunal a récupéré les dossiers officiels de garde pour le divorce de Tig. Tig a juré légalement, sous peine de parjure, que cette adresse exacte, ma maison d'1,2 million de dollars, est sa résidence principale permanente. Vous arrogants, vous avez en fait promis à un juge des affaires familiales une propriété que vous ne possédez pas, espérant pouvoir me forcer violemment à la signer aujourd'hui. Les invités dans la pièce étaient absolument stupéfaits. Quelques-uns de mes clients commerciaux secouaient la tête avec un dégoût total. La réalité brutale de ce plan d'extorsion tordu et malsain était entièrement dévoilée, pour que le monde entier puisse la voir. Mais je n'avais pas terminé. J'ai tourné mon regard brûlant et intense directement vers ma mère. Rowana tremblait physiquement maintenant, reculant lentement vers la lourde porte d'entrée, ressemblant à un rat piégé, cherchant une voie d'évacuation. « Et toi, maman » ai-je dit, ma voix dégoulinant de pur venin. « Tu ne pouvais pas juste attendre pour la maison. Tu avais besoin d'argent tout de suite. Alors, tu es allé à la caisse populaire où nous avions un compte commun, depuis mes 16 ans. Le compte où j'avais économisé chaque centime que j'avais gagné en faisant un travail de toiture brutal sous le soleil ardent. » Rowana a poussé un gémissement aigu pathétique. « Merrick, s'il te plaît, arrête de parler. Au cours des 8 derniers mois, tu m'as systématiquement volé exactement 18 000 $, ai-je annoncé bruyamment à la pièce horrifiée. Les relevés bancaires montrent parfaitement chaque retrait d'argent que tu as effectué au guichet automatique avec service à l'auto sur M Street. Et ils montrent le virement bancaire de 3 000 $ que tu as envoyé directement aux avocats de divorce coûteux de Tig. Tu as volé mon argent dans l'ombre, et tu t'es tenu ici à pleurer sur les valeurs familiales. Personne dans l'immense pièce n'a bougé un muscle. Ils étaient tous complètement paralysés par l'ampleur pure de la trahison absolue. Mes parents étaient complètement exposés. Les lourds masques du père sévère et juste, et de la mère aimante et préoccupée, avaient été violemment arrachés, révélant les parasites avides et toxiques qui se cachaient en dessous. Ganon ouvrit la bouche pour parler, pour crier, pour essayer d'une manière ou d'une autre de se mentir agressivement pour s'en sortir, mais les mots lui firent complètement défaut. Il a juste fixé le sol, complètement humilié, entièrement vaincu, l'air incroyablement vieux, faible et pathétique. Au loin, le son plaintif des sirènes de police est soudainement devenu incroyablement fort. Les gyrophares rouges et bleus clignotants ont violemment illuminé les grandes fenêtres avant de la maison, projetant de longues ombres erratiques sur les murs du salon.
Le bruit lourd des pneus crissant sur le trottoir à l'extérieur a signalé que la fin absolue était enfin arrivée. J'ai essuyé une petite goutte de sang de ma lèvre fendue avec le dos de mon pouce, j'ai regardé Ganon droit dans les yeux, et j'ai porté le coup fatal. J'espère que tu as apporté un bon avocat, papa, parce que tout ce qui vient de se passer ici est enregistré en résolution 4K sur 4 caméras cachées différentes. Et tout le monde, merci beaucoup d'être resté avec cette histoire folle. Si vous êtes toujours là à regarder Méric démanteler cette famille toxique, écrivez le mot « complet » dans les commentaires ci-dessous. C'est un badge d'honneur d'être arrivé jusqu'ici, et j'aimerais personnellement y répondre à chacun d'entre vous. 3 secondes plus tard, la lourde porte d'entrée s'est ouverte en grand, et 2 agents de police municipaux en uniforme ont fait irruption agressivement dans le foyer. Leurs mains reposaient fermement sur leurs ceinturons. Leurs yeux scrutaient rapidement la pièce tendue et bondée. Ils ont instantanément repéré Ganon, debout maladroitement au milieu du verre brisé, et ils m'ont vu, à quelques pas de là, avec une lèvre enflée et visiblement ensanglantée. Qui a appelé, a exigé l'agent le plus grand, sa voix résonnant avec une autorité absolue. C'est moi, a dit Kellen, s'avançant calmement. Cet homme là-bas a violemment frappé le propriétaire au visage. C'est un intrus non invité, et il a agressivement détruit des biens avant de l'agresser. L'agent le plus grand s'est immédiatement avancé dans l'espace personnel de Ganon. Monsieur, je dois vous demander de vous retourner et de poser vos 2 mains à plat contre le mur, tout de suite, a-t-il ordonné sèchement. L'orgueil toxique de Ganon a instinctivement flambé pour un dernier moment pathétique. Vous ne comprenez pas, agent, a-t-il essayé d'argumenter, sa voix tremblante. Je travaille pour la ville. Je suis inspecteur principal des constructions. Ce n'est qu'un stupide malentendu avec mon fils incroyablement irrespectueux. J'essayais juste de le raisonner. L'agent n'avait que faire de son emploi municipal. Il n'avait que faire de ses excuses. Retournez-vous et mettez vos mains sur le mur, ou je vous mettrai à terre, a aboyé l'agent, sortant ses lourdes menottes métalliques de sa ceinture. Ganon a finalement craqué. Le combat s'est complètement vidé de son corps massif. Il s'est lentement retourné, a posé ses mains tremblantes contre la belle boiserie en chêne, et a laissé l'agent lui tirer agressivement les bras derrière le dos. Le cliquetis métallique aigu des lourdes menottes se refermant hermétiquement autour du poignet de Ganon fut le son le plus beau et le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Rowana a absolument perdu la tête. Elle s'est jetée sur le 2e agent, agrippant frénétiquement la manche de son uniforme, les larmes coulant sur son visage. Non, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est un homme bon. C'est mon mari. Méric, dis-leur d'arrêter. Dis-leur que tu es tombé. S'il te plaît, tu es en train de ruiner notre famille. Le 2e agent lui a fermement retiré les mains de son uniforme, et a pointé un doigt d'avertissement sévère directement vers son visage. Madame, reculez immédiatement ou vous serez arrêtée pour entrave à une enquête policière. Rowana a trébuché en arrière, sanglotant hystériquement, enfouissant son visage dans ses mains. L'agent le plus grand m'a regardé, sortant un petit bloc-notes de sa poche de poitrine. Monsieur, êtes-vous le propriétaire? Voulez-vous porter plainte formellement pour l'agression? J'ai hoché la tête lentement, crachant une petite quantité de sang dans une serviette en papier que Kellen m'avait tendue. Oui, agent. Absolument. Et j'ai l'intégralité de l'incident en vidéo. Je me suis approché du comptoir de la cuisine, j'ai pris ma tablette, et j'ai affiché le flux de sécurité crypté. J'ai diffusé les 5 dernières minutes d'images pour les 2 agents. La vidéo 4K était cristalline. L'audio a parfaitement capturé les menaces agressives de Ganon, sa destruction violente du boîtier en verre, et le son brutal et écœurant de la lourde gifle sur mon visage. C'était une preuve irréfutable et indéniable d'un crime violent. Les agents ont regardé les images en silence complet. Quand cela s'est terminé, l'agent plus grand a simplement hoché la tête, s'est retourné, et a attrapé Ganon brutalement par le biceps. Allons-y, dur à cuire, a-t-il marmonné. Ils ont fait marcher mon père à travers mon salon, devant 30 de mes invités complètement silencieux et par la porte d'entrée. Ganon a gardé la tête baissée tout le temps. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé Kellen. Il a juste fixé le sol, complètement humilié, entièrement vaincu. Ils l'ont poussé à l'arrière de la voiture de patrouille clignotante et ont claqué la lourde porte. Le 2e agent est resté quelques minutes, pour recueillir les déclarations officielles de Kellen et de Madame Higgins, qui était plus qu'heureuse de dénoncer complètement mes parents. Avant de partir,
l'agent m'a conseillé de déposer une ordonnance restrictive d'urgence dès le lundi matin. Je l'ai assuré que mon avocat s'en occupait déjà. Après le départ de la police, la fête a lentement commencé à se ranger. Personne n'avait plus envie de jazz entraînant ou de réseautage décontracté. Mes invités ont tranquillement rassemblé leurs manteaux, m'offrant des hochements de tête compatissants et des poignées de main fermes, en sortant par la porte. Kellen est restée, prenant un balai pour m'aider à ramasser le verre brisé du foyer. Rowana était toujours debout maladroitement près de la porte d'entrée, l'air complètement perdu et totalement pathétique. Son mari était à l'arrière d'une voiture de police. Son enfant doré était ruiné, et elle était piégée dans une maison, avec un fils qu'elle avait activement essayé de voler. Elle m'a regardé, son maquillage complètement gâché par ses fausses larmes. « Que allons-nous faire, Méric » a-t-elle chuchoté faiblement. J'ai regardé la femme qui m'avait volé mon argent durement gagné dans l'ombre. Je n'ai pas ressenti une once de pitié. « Tu vas quitter ma maison » ai-je dit froidement. « Et ensuite, tu vas engager un très bon avocat. Parce que lundi matin, Sabine viendra réclamer chaque centime que tu m'as volé. Maintenant, sors. » Elle a ouvert la bouche pour argumenter, a vu la température absolue zéro dans mes yeux, et a finalement fait demi-tour. Elle est sortie dans la nuit noire seule, refermant la lourde porte derrière elle. Le piège s'était refermé avec succès, et les loups étaient enfin enfermés dans des cages. Mais les véritables conséquences dévastatrices de leurs actions ne faisaient que commencer. Les suites immédiates de la pendaison de crémaillère furent rapides, brutales et absolument glorieuses. J'ai passé le dimanche matin assis tranquillement dans le bureau luxueux de Sabine en centre-ville, sirotant un café chaud pendant qu'elle déposait agressivement une montagne de documents juridiques d'urgence. Dès le lundi après-midi, un juge avait officiellement accordé une ordonnance restrictive stricte et complète contre Gannon et Rowana. Il leur était légalement interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de ma maison, de mon entrepôt commercial, ou de ma personne. Toute communication directe devait passer strictement par Sabine. Mais le système judiciaire était incroyablement lent comparé à la vitesse impitoyable des conséquences sociales. Pendant la fête chaotique, l'un de mes jeunes invités avait discrètement sorti son téléphone quand Gannon avait commencé à crier. Ils ont réussi à enregistrer un clip vidéo très clair de 12 secondes, montrant Gannon brisant agressivement la boîte à fusibles et me giflant violemment. Le dimanche soir, ils ont posté cette vidéo exacte directement sur le grand groupe Facebook du quartier, ajoutant une simple légende, « Attention à ce fou violent. Il a attaqué un propriétaire sans provocation sur Elm Street hier soir. » La vidéo est devenue incroyablement virale au sein de la communauté locale. Elle a été partagée des centaines de fois en quelques heures. Les gens étaient absolument indignés. Mais le coup dévastateur est venu quand quelqu'un dans la section des commentaires a réussi à identifier Gannon. Ils ont agressivement tagué la page Facebook officielle du département de construction de la ville, exigeant de savoir pourquoi ils employaient un criminel violent et instable, pour inspecter les propriétés locales. Dès le mardi matin, le pire cauchemar de Gannon est devenu une dure réalité. Il a été brusquement convoqué à une réunion obligatoire avec le chef du département d'urbanisme de la ville et son représentant syndical, car il était officiellement confronté à des accusations criminelles pour agression violente et destruction de propriétés privées. Et parce que la vidéo très embarrassante causait un énorme cauchemar de relations publiques pour la ville, Gannon a été immédiatement placé en congé administratif illimité et sans solde. Son insigne étincelant a été confisqué. Son presse-papier lui a été retiré. Le tout petit pouvoir bureaucratique qu'il utilisait pour caresser son ego fragile lui a été complètement retiré en un instant. Il était maintenant un vieil homme au chômage et déshonoré, faisant face à des milliers de dollars de frais de défense pénale. Les dominos ont continué à tomber, écrasant complètement l'enfant doré sur leur passage. L'audience cruciale pour la garde de Tig a eu lieu exactement 2 semaines après la fête. Sabine s'est absolument assurée qu'une copie certifiée conforme du rapport de police, les séquences vidéo cryptées, et une déclaration sous serment de ma part, indiquant que Tig n'avait absolument aucun droit sur ma propriété, soit livrée anonymement au bureau de l'avocate impitoyable de son ex-femme. Lorsque Tig est entré avec assurance dans la salle d'audience et a essayé de revendiquer ma maison comme sa résidence principale, l'avocate de son ex-femme a immédiatement laissé tomber l'énorme bombe juridique. Ils ont présenté les preuves directement au juge en fonction. Le juge était absolument furieux, mentir sur une déclaration de logement sous serment est une fraude massive envers le tribunal. Le juge a instantanément lourdement sanctionné Tig pour parjure flagrant, pour l'ensemble de sa fausse déclaration de logement,
et a accordé la garde complète et exclusive des enfants à son ex-femme. Tig a obtenu un droit de visite supervisé tous les 2 week-ends et il a été contraint de payer une pension alimentaire écrasante qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. L'enfant doré était finalement démasqué comme un fraudeur menteur et désespéré. Et puis il y avait Rowena. Sabine n'a pas reculé d'un pouce. Elle a officiellement rédigé une lettre de mise en demeure légale, terrifiante et agressive, et l'a envoyée directement à Rowena par courrier recommandé. La lettre documentait méticuleusement les dates exactes et les montants des $18 000 volés du conjoint. Elle présentait un dossier complètement étanche pour enrichissement sans cause et fraude civile. Sabine a explicitement donné à Rowena exactement 30 jours pour virer la totalité du montant volé directement sur mon compte professionnel sécurisé. Où nous déposerions immédiatement une massive poursuite civile qui viderait complètement les maigres économies de retraite qu'elle et Gannon avaient encore. Rowena a tenté d'appeler mon téléphone une 12aine de fois, ignorant complètement les règles strictes de l'ordonnance restrictive. J'ai laissé tous les appels aller directement à la messagerie vocale. Elle laissait de longs messages hystériques suppliant la pitié, affirmant qu'ils étaient fauchés, blâmant complètement Tig de l'avoir poussé à voler l'argent. C'était incroyablement pathétique d'entendre la femme qui exigeait autrefois mon respect absolu s'effondrer complètement et supplier un peu de pitié. Exactement le 29e jour, un virement bancaire direct a frappé mon compte professionnel, $18 000. Ils ont dû liquider agressivement une grande partie du petit fonds de retraite de Gannon, et subir une énorme pénalité, juste pour me rembourser et éviter un procès civil brutal. Ils avaient essayé de voler ma maison et mon argent pour sauver l'enfant doré. Au final, Tig a perdu ses enfants. Gannon a perdu sa carrière et sa liberté, et Rowena a perdu ses économies et le fils qu'elle tenait toujours pour acquis. Le château de cartes s'était complètement, spectaculairement effondré, emporté par le vent, ne laissant que de la poussière. Quelques mois tranquilles passèrent. La poussière chaotique s'est enfin déposée, et ma vie a retrouvé un beau rythme paisible. L'affaire pénale contre Gannon avançait lentement dans le système judiciaire engorgé. Mais Sabine m'a assuré avec confiance qu'il allait absolument se retrouver avec une lourde probation, des cours de gestion de la colère massifs et un casier judiciaire permanent. Honnêtement, je ne me souciais plus de ce qui lui arrivait. Il n'était plus un monstre imposant et terrifiant dans mon esprit. Il n'était qu'un fantôme triste et en colère que j'avais réussi à exorciser de ma vie. C'était un jeudi soir parfaitement chaud. Kellen et moi étions assis dans de confortables fauteuils à bascule en bois, sur mon immense Porsche enveloppant, buvant des bières fraîches et mangeant une boîte de pizza grasse, après avoir terminé un énorme travail de câblage commercial épuisant. Le soleil se couchait lentement, projetant de longues ombres paisibles sur la pelouse impeccablement entretenue. Les lumières du Porsche brillaient doucement, illuminant la belle architecture de la maison que j'avais construite de mes propres mains. Soudain, une vieille berline familière a lentement tourné au coin de ma rue tranquille. C'était la voiture de Gannon. Il conduisait incroyablement lentement, se traînant sur le pavé. En raison de l'ordonnance restrictive stricte, il ne pouvait légalement pas arrêter la voiture, et il ne pouvait absolument pas entrer dans mon allée. Il était obligé de passer sans s'arrêter. Tandis que la voiture passait lentement devant ma propriété, j'ai vu son visage fatigué à travers la vitre légèrement baissée. Il avait l'air complètement vaincu. Il a fixé la massive maison lumineuse, ses yeux s'attardant sur la lumière chaude qui s'échappait de la porte d'entrée ouverte. Il a regardé les 2 hommes assis confortablement sur le Porsche, mangeant de la pizza, complètement indifférent à sa présence. Il était piégé à l'extérieur, regardant l'incroyable empire qu'il avait follement tenté de voler. Il a réalisé complètement et finalement qu'il n'avait absolument aucun pouvoir ici. Je n'ai pas fait signe. Je ne me suis pas levé. Je n'ai même pas arrêté de mâcher ma pizza. Je l'ai juste regardé avec une indifférence absolue et vide. Gannon a finalement détourné le regard, complètement honteux. Il a appuyé sur l'accélérateur et a quitté le quartier, disparaissant dans la nuit noire. Kellen a pris une longue gorgée de sa bière, a regardé les feux arrière s'estomper, et a doucement gloussé. « Tu crois qu'il a enfin compris ?» a demandé Kellen. « Je pense qu'il comprend enfin le prix d'une gifle d'1,2 million de dollars, ai-je répondu, en trinquant mon verre contre le sien. Plus tard cette nuit-là, après que Kellen fut rentré chez lui, je suis entré seul dans le salon silencieux. J'avais finalement commandé une pièce de rechange en verre protecteur lourd pour la boîte à fusibles vintage. J'ai passé 1 heure à remonter soigneusement la lourde pièce en fonte sur une nouvelle dalle de bois de cèdre recyclé. Je suis monté sur une échelle solide et je l'ai solidement ancrée au mur au-dessus de la cheminée en pierre,
exactement là où elle devait être. J'ai reculé et je l'ai admirée dans la lumière douce. La boîte à fusibles vintage était de nouveau complètement intacte. Ayant grandi comme le bouc émissaire invisible, je croyais constamment qu'il y avait quelque chose de fondamentalement brisé en moi. Je pensais que si je travaillais un peu plus dur, si je gagnais un peu plus d'argent, si je construisais une maison suffisamment grande, il finirait par m'aimer. Mais debout là, dans la paix tranquille de ma propre maison, j'ai enfin réalisé la vérité ultime. Le réseau électrique de ma famille avait été complètement et désespérément corrompu dès le début. C'étaient des fils toxiques et pourrissants, conçus pour drainer mon énergie et provoquer des incendies dangereux. Je ne les ai pas réparés en leur donnant ma maison. J'ai réparé le système en coupant complètement l'alimentation de leur connexion. J'ai arraché les vieux fils dangereux et j'ai construit un tout nouveau circuit pour moi-même. Et pour la première fois de toute ma vie, les lumières brillaient enfin incroyablement fort. Avez-vous déjà dû couper définitivement les ponts avec des membres de votre famille incroyablement toxiques pour protéger avec succès votre propre paix et vos biens durement gagnés? Suis-je absolument allé trop loin en envoyant mon propre père en prison et en forçant légalement ma mère à vider sa retraite pour me rembourser? Ou ont-ils eu exactement le karma brutal qu'ils méritaient? Faites-moi part de vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé voir cette famille toxique s'effondrer complètement, veuillez soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus d'histoires de vengeance réelles et satisfaisantes. Restez forts, protégez votre paix, et je vous dis à la prochaine.